Mesdames, bonsoir, messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette nouvelle édition de À vous la parole sur Info TV. Celui qui a la parole ce soir est la tête du ministère camerounais en charge de la santé publique depuis janvier 2019. Il est arrivé avec une vision, celle de l'humanisation des soins. Il a une approche, celle de proximité, toujours près des hôpitaux et des personnels soignants, avec régulièrement des visites inopinées dans les centres hospitaliers, de jour comme de nuit, des week-ends comme des jours ouvrables, avec cette ambition, celle de mettre à niveau le plateau technique au Cameroun et d'éviter ces évacuations sanitaires de façon régulière vers les pays étrangers. Où en est-on avec cette vision portée par le docteur Manaouda Malachi, qui est notre invité ce soir? Il est face à vous, il est face à nous, et il va répondre à nos différentes questions. Monsieur le ministre, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Alors, il vous est arrivé de consulter le calendrier ce matin pour constater qu'on est le 14 février et que régulièrement, le 14 février, c'est la journée consacrée à la célébration de l'amour. Ça vous dit quelque chose, la Saint-Valentin? C'est vrai que je ne m'étais pas rendu compte qu'on était le 14 aujourd'hui. Vous savez que nous restons toujours dans une démarche où on court après un certain nombre de choses. Je rentre à peine de Genève, oui, où nous avions eu d'intenses activités. Et donc j'ai repris ce matin, je ne me suis pas rendu compte qu'on était le 14, mais c'est bien de me le rappeler. Ça pourrait vous faire un procès à la maison. Nous sommes un vieux couple et nous savons déjà que chaque jour est le 14 février chez nous. Donc en réalité, ce n'est que la reconduction de ce 14 février-là. Ce n'est pas un jour spécial? Non, pour nous, non. Alors maintenant, si on prend l'amour dans l'autre sens, l'amour pour le pays, pour le Cameroun, vous manifestez cet amour au quotidien? Ah oui, pour le Cameroun, c'est encore plus intense. Parce que au-delà de nos petites personnes, nous avons là une multitude de personnes. Nous avons là, on a l'habitude de dire, on est une trentaine de millions de personnes. Et donc, pour le pays, c'est encore plus spécial, c'est encore plus prononcé. Et suivant le niveau de confiance ou de privilège que nous avons, nous devons montrer cet amour au quotidien. Est-ce que notre pays, le Cameroun, mérite d'être aimé pleinement et profondément? Ah oui, bien entendu. Au contraire, je pense même qu'on n'aime pas davantage le Cameroun parce qu'on aurait dû aller au-delà. J'ai coutume de discuter avec nos jeunes frères et de leur dire, regardez ailleurs comment ça se passe. On peut avoir des débats contradictoires à l'intérieur. On peut se reprocher des choses à l'intérieur. Mais certaines, je ne vais pas citer des pays, quand ils sortent de leur pays, mais vous sentez cette dose d'amour, n'est-ce pas, d'attachement à leur drapeau, d'attachement à leur patrie. Nous devons montrer ce genre de choses. Et donc je pense que peut-être qu'il faudrait que nous montions encore un peu en degré en termes d'amour. En tout cas, de toutes les manières, moi je suis dans cette démarche. Au fur et à mesure que nous évoluons, j'aime un peu plus le Cameroun. Je ne sais pas si c'est votre cas, mais j'aime un peu plus le Cameroun. Est-ce que ça ne vous dérange pas que notre pays soit marqué ces derniers temps par des discours de haine, la montée d'un certain tribalisme, une approche politique assez problématique et qui parvient d'une façon ou d'une autre à avoir quelques ingrédients de division dans notre pays? Moi j'appelle ça l'histoire, la démarche de toute une nation. Vous allez toujours trouver, si vous rentrez dans la Grèce antique, vous rentrez dans Israël, j'aime beaucoup parler d'Israël parce que je suis chrétien, je suis protestant. Quand vous rentrez dans ces pays, à l'époque, vous avez déjà ce genre de choses. Et donc ce n'est pas quelque chose de nouveau. C'est la gestion que nous faisons de cela qui peut être nouvelle. Mais pour ce que vous dites, c'est pas nouveau, c'est la marche d'un pays, d'une nation. On ne peut pas avoir sur 30 millions de Camerounais une uniformité, n'est-ce pas, de pensée, de réflexion, de vision. On ne peut pas. Et d'ailleurs, si c'était uniforme sur l'ensemble du territoire, on n'avancerait jamais. Parce que c'est quand on vous reproche quelque chose que, même si vous refutez tout de suite, rentrez chez vous, vous faites une introspection et vous dites, bon, je prends quand même quelque chose dans ce qu'on m'a dit. Et c'est comme ça qu'on s'améliore au quotidien. De toutes les manières, c'est mon cas en fait. Moi, quand je rencontre des contradicteurs, je suis tellement à l'aise parce que rentrer chez moi, je fais le point. Je vois
qu'est-ce qui était pertinent dans ce qui m'a été reproché? Qu'est-ce qui est pertinent dans ce qui m'a été dit? Et comment je fais le lendemain maintenant pour pouvoir faire en sorte qu'on ne me le reproche plus? Et donc c'est ça, cette démarche, cette dialectique, n'est-ce pas, qui devrait pouvoir nous guider et nous propulser vers l'avant. Alors, sans justifier cela, mais il y en a qui expliquent cette montée d'un peu de haine, d'un peu de discours violent et autres par des frustrations. Ils disent que vous qui êtes aux affaires, vous avez tout pour vous et eux, ils n'ont rien. Je ne sais pas si c'est une vision lucide de la situation, mais toujours est-il que vous savez très bien que lorsque vous avez une position, on a, au bout de 2-3 jours, au bout d'une semaine, au bout d'un an, au bout de 10 ans, on a l'impression que notre position n'est plus la bonne. On veut autre chose. Et donc, l'être humain, c'est pas moi qui le dis, c'est les philosophes qui disent, l'être humain est un être insatisfait par nature. Parce que s'il n'avait pas un bout de pain, le jour où il a un bout de pain, il va voir celui qui a 2 bouts de pain. Le jour où il a 2 bouts de pain, il va voir qu'il y a quelqu'un qui a 3 bouts de pain. Et ainsi de suite. Et donc, nous devons simplement, non seulement faire en sorte que nous ayons un minimum, parce que c'est ça le problème. Et c'est ça, je crois, le programme d'ailleurs politique et social de Monsieur le Président de la République, son Excellence Paul Biya, c'est de faire en sorte que nous n'ayons pas un gap entre des classes, entre des communautés, entre des personnes, que chacun ait un minimum, n'est-ce pas? Et que nous puissions construire ce pays dans cette lancée-là. Et donc je pense que ça peut donner l'impression, mais le pouvoir public, le gouvernement travaille à ce que chacun ait à ce minimum-là, qu'il garantisse ce minimum. Et d'ailleurs, c'est l'esprit de la couverture santé universelle que nous défendons depuis, que le président de la République a mis en place. C'est ça, c'est l'esprit. Que personne ne soit laissé de côté, que nous ayons ce droit à la santé et que nous puissions avoir un plateau technique à moins de 5 km de chez nous et qu'on puisse se faire soigner. On va parler justement de cet aspect tout à l'heure. Vous acceptez cet entretien au lendemain de la célébration de la 59e édition de la fête de la jeunesse. La jeunesse est mobilisée le 11 février. Elle s'est mobilisée le 13 à l'occasion de l'anniversaire du chef de l'État. Et cette jeunesse-là a lancé un appel à la candidature du président Paul Biya en s'engageant même à mobiliser les 30 millions nécessaires pour payer la caution si jamais il accepte d'être candidat à cette élection. Et la critique dit que cette jeunesse-là est une jeunesse fabriquée, celle qui appelle le président de la République à 92 ans à être encore candidat. Vous voyez sourire un tout petit peu parce que non, ce qui arrive là, c'est pas de la magie, c'est pas quelque chose de fabriqué. Souvenez-vous que le 17 mai 2023, la jeunesse, dans sa globalité, mais rassemblée à Mokolo dans le Mayo Tchanaga, avait déjà lancé en premier lieu d'ailleurs cet appel. Et donc pour nous, ce qui se passe aujourd'hui, c'est le relais de ce message. Et donc comment est-ce qu'on peut fabriquer le 17 mai une jeunesse venue de tous les horizons? Et puis vous avez vu en suivant l'histoire de notre pays, vous allez voir en 2024 des jeunes qui se sont levés pour dire nous voulons que le président soit notre candidat. Comment on peut les fabriquer au fil du temps jusqu'à ce qu'on les ait fabriqués le 13 février? Je pense pas. On dit que de temps en temps vous leur donnez 1000 francs, 2000 francs pour qu'ils se déplacent, vous payez leur déplacement, ils viennent se mobiliser là et dire Paul Biya ayo payo. Ah non, c'est ce que j'ai appelé la jeunesse dynamique et la jeunesse consciente. Souvenez-vous de mon tweet, n'est-ce pas? Quelques minutes après l'adresse du chef de l'État à la nation le 31 décembre. Moi j'avais vu dans le message de notre président la réponse, une réponse à l'appel du 17 mai de Mokolo. Et c'est pour ça que j'ai dit le président de la République, son Excellence Paul Biya, est le candidat d'une jeunesse, de la jeunesse, cette jeunesse qui est dynamique, cette jeunesse qui est consciente, cette jeunesse républicaine qui veut que les choses évoluent. C'est cela, en réalité. Et donc, ce n'est pas une jeunesse fabriquée, sinon on ne les aurait pas à chaque fois.
Et là, vous avez une constance dans la démarche de cette jeunesse-là. Et cette jeunesse, c'est là où elle va. Cette jeunesse, c'est d'où elle vient. Et cette jeunesse, c'est qui peut l'amener où? Je crois que nous devons prendre conscience de cela, simplement. Est-ce qu'elle est différente de celle qui dit, Monsieur le Président, il faut faire plus pour notre insertion socio-professionnelle, il faut faire plus pour la qualité de notre formation, il faut faire plus pour nous trouver de l'emploi et autres. Cette jeunesse-là, vous ne l'écoutez pas, elle n'existe pas, elle est noyée par celle plus visible qui était à Mokolo, qui était au palais polyvalent. Mais attention, ne pensez pas qu'il y a une différence entre cette jeunesse-là. Non, c'est la même jeunesse. C'est la même jeunesse, mais il y a une jeunesse qui alerte. C'est utile pour la société. C'est utile pour la... Il faut le savoir. Prenez votre famille. Moi, je suis d'une famille où on est 9 enfants, mon père. Malheureusement, il y a un qui est parti. Nous sommes restés 8. Mais lorsque nous sommes en réunion de famille, ça discute très dur. Et des fois, on va jusqu'à... lancer des mots plus frais. Oui, Oui. mais après, lorsqu'on sort de là, nous savons ce qu'il faut mettre, il faut faire. Après, quand il y a quelque chose à faire, nous savons qui doit apporter quoi. Donc, c'est tout ce monde, toute cette jeunesse est utile pour le président de la République. Et c'est pour ça que le président de la République aime bien cette jeunesse, parce que c'est une jeunesse dynamique, je le dis très bien. Donc, qui éveille, qui fait quelque chose, qui cherche le passage par-ci, qui invente ceci, qui donne de son énergie pour pouvoir faire avancer les choses. C'est ça. Le ministère de la pensée n'est pas bonne, de toutes les manières. C'est pas bien pour notre pays. Donc, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui attire l'attention pour dire, attention, on est ici, on n'a pas telle chose, il y a ici, il n'y a pas telle chose, il faut faire telle autre chose. Moi, je les prends avec beaucoup de philosophie. Alors, il y a eu l'appel de Mokolo. D'ailleurs, on avait été séduit par la qualité de la mobilisation de ce côté. Mais je voulais parler de votre département ministériel. Quelle est la place de la jeunesse au ministère de la Santé? Alors, c'est une question très, très importante parce que, je vous l'ai dit, je sors de Genève et dans l'avion, un monsieur m'a interpellé. Il me dit, bon, j'ai été quelque part, j'ai vu un tel, ils se sont présentés à moi, mais je me suis dit, est-ce que c'est vraiment ça? Mais je lui dis, pourquoi? Il dit, c'est leur âge. Ils ne peuvent pas à cet âge-là être directeurs. Mais si vous allez au ministère de la Santé publique, vous allez voir. Vous allez voir. Et pourquoi nous rentrons là-dedans? C'est parce que nous voulons donner à chacun sa chance. Imaginez-vous. Vous ne demandez pas 25 ans d'expérience. Mais pour avoir ces 25 ans d'expérience, il faut bien qu'il commence quelque part. Moi, j'ai toujours fustigé les chefs d'entreprise qui disent, nous voulons recruter, mais il faut que le candidat ait 5 ans d'expérience. Mais si vous ne lui donnez pas sa chance, à quel moment il va accumuler ces 5 ans d'expérience? Qui va donc faire en sorte qu'il ait 5 ans d'expérience? Si vous ne voulez que le produit finisse. Notre rôle également, c'est de former la personne. Ce n'est pas simplement le technicien, ce n'est pas simplement le professionnel, mais c'est de former la totale. Moi, j'ai été formé comme cela. J'ai eu un conseiller technique quand j'étais à la présidence qui, je dirais, chaque soir me faisait asseoir pour me dire comment tu gères tes finances, comment tu gères ta maison, comment tu fais ci. Ce n'était plus le travail. Et j'ai dit, ça m'a formé. Et ça m'a marqué tellement que je suis obligé, moi aussi, de le faire pour mes jeunes petits frères. Parce que ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident au quotidien. Et donc, ils peuvent avoir un problème d'organisation. Ils peuvent avoir un problème même en termes de timing. Hein. Il faut que vous en discutiez. Et c'est pour ça que vous allez voir, entre mes collaborateurs et moi, il n'y a pas une cloison. Parce que je voudrais qu'ils se sentent à l'aise et qu'ils puissent, n'est-ce pas, performer et qu'ils puissent prendre des initiatives en sachant qu'ils peuvent être repris, mais ça ne devait pas les empêcher d'aller de l'avant. Et donc c'est ça. Donc quand vous allez au ministère de la Santé publique, d'ailleurs je vous invite, vous verrez que vous trouverez beaucoup de jeunes. D'accord. Mais ce qu'on attend également de ce ministère, pour ce qui est de la demande jeune, c'est la possibilité
d'intégration, entre guillemets, la possibilité d'être engagé dans les programmes, les projets. La santé, c'est quand même une grosse niche d'emploi. Est-ce qu'il y a espoir de ce côté-là pour ceux qui se font former dans les centres spécialisés, dans les écoles qui sont créées dans notre pays? Est-ce qu'il y a des ouvertures, des débouchés? Est-ce que vous les absorbez? La grande famille, il n'est pas question de se poser de se demander si nous, en tant que ministère, on les absorbe. Vous savez très bien qu'on ne peut pas recruter. Il y a une porte d'entrée dans la fonction publique qui est le ministère de la fonction publique. Mais le secteur, la grande famille... Vous êtes le demandeur, c'est vous qui soumettez vos besoins. Mais on ne va pas se limiter à la famille de la santé publique. On va se limiter à la grande famille de la santé. Et si vous voyez la grande famille de la santé, nous sommes le secteur qui absorbons le plus de jeunes. Parce que nous en formons beaucoup et nous en absorbons également beaucoup parce qu'aujourd'hui, vous allez compter plus de 7000 formations sanitaires. Vous pensez que ces formations sanitaires, publiques, privées, hein, ce n'est pas simplement public, mais ces formations sanitaires fonctionnent avec quoi? C'est bien des Camerounais. Et il faut les prendre. Notre lutte aujourd'hui, c'est de dire à ces formations sanitaires, surtout privées et confessionnelles, que lorsque vous recrutez un jeune Camerounais, il faudra lui donner un salaire décent. Il faudra l'inscrire à la CNPS pour qu'il puisse avoir une retraite et donc avoir une carrière. C'est tout ce que nous sommes en train de faire. Mais nous sommes un secteur qui absorbons le plus de ces jeunes. Alors, vous m'avez vu regarder un peu le moniteur pour voir les réactions des téléspectateurs. Et sur 4 ou 5 messages, c'est presque la même question. Où en est-on avec les recrutements annoncés par le chef de l'État? Les 9944 évoqués par le chef de l'État, ça concerne qui? Est-ce que ça a commencé? Comment faire pour avoir cette chance-là? Alors, il y a une chose assez importante d'ailleurs qui n'est pas apparu, n'est-ce pas, après le message du chef de l'État. Le chef de l'État n'a pas qu'autorisé 9944 personnels à recruter. À côté de cela, le chef de l'État, par la même occasion, a autorisé la contractualisation de 3000 personnels sur 3 ans. Donc, y compris des spécialistes. Il y a donc 2 aspects. Donc, il y a cela. Et en plus, le chef de l'État a autorisé la mise à disposition de 10 milliards de francs pour la construction de maisons d'astreinte dans 100 districts de santé. Ça participe de la viabilisation des hôpitaux de district et des districts de santé. Et donc, c'est d'abord ce package qu'il faudrait mettre à la disposition du grand public pour mieux apprécier, n'est-ce pas, l'action de M. le Président de la République. Les 944 personnes, il y a les 3000 à contractualiser. Et il y a un investissement costaud derrière en termes d'équipement. Alors, ça commence où? Ça commence quand? Qui est éligible? Nous avons déjà fait 2 réunions dans le service du Premier ministre. La première réunion, c'était pour comprendre exactement ce qui nous a été demandé. Et le Premier ministère devait nous transmettre les très hautes instructions de M. le Président de la République, ce que nous avons reçu. Nous avons fait une deuxième réunion sur la mise en place d'un cadre organique de recrutement. Et on va vers la création d'une commission de supervision qui va être logée au Premier ministère avec un comité technique de recrutement au ministère de la Santé publique et puis des commissions spécialisées en ce qui concerne la contractualisation des 3000 personnels. Ça commence à être long là. Nous avons déjà... La demande est pressante. Oui, mais nous avons déjà des critères. C'est-à-dire que les critères de sélection ont été rédigés. La méthodologie de recrutement a été déjà rédigée. Les choix des structures a déjà été fait. Toute cette documentation a déjà été transmise au gouvernement. Et vous savez très bien que le président, en autorisant, n'est-ce pas, cette démarche, voudrait voir exactement la transparence dans le processus. C'est une question fondamentale, c'est la transparence. C'est pour cela que la question vient avec insistance. Est-ce qu'on saura tous, le moment venu, que c'est parti, déposer les dossiers, aller à telle porte, aller à tel endroit? C'est pour cela que je demande généralement à nos jeunes frères d'être très attentifs et de suivre.
la question de la transparence, je l'ai déjà évoqué le 31 décembre, dès que le président a parlé. Dès que le président a parlé du recrutement, dans mon tweet, j'ai déjà évoqué la question de la transparence en disant, nous allons tout vous dire. Vous allez retracer le processus. Il n'y aura pas de zone d'ombre ou de passage sous le pont. Non, il n'y en aura pas. Et donc, les commissions qui se mettent en place, les critères, donc, sont des critères qui vont être validés par la présidente de la République. Le choix des structures et tout le reste des districts de santé en question va être, ces districts vont être validés par la présidente de la République. Et nous allons juste appliquer ce que nous aurons arrêté préalablement comme critère. Nous ferons seulement une application numérique. Donc, il n'y aura pas de zone d'ombre dans ce qui va se passer. En tout cas, pas à mon niveau, de toutes les manières. Parce que j'ai engagé mes collaborateurs dans cette démarche en leur disant, tant pis pour celui qui voudra mettre un peu d'ombre sur quelque chose. Parce qu'ils me connaissent en réalité quand même. Donc je crois qu'il n'y a personne qui va se risquer dans ce genre de choses. Donc tout le monde connaîtra comment nous évoluons avec cela. Et le Premier ministre nous a demandé d'aller assez rapidement pour que ces jeunes puissent en bénéficier. Donc nous sommes en train d'aller assez rapidement sur ce point. D'accord, la demande est forte. Lorsqu'on parle de jeunesse, on parle également de formation. Le président de l'Ordre national des médecins du Cameroun a fait une sortie récemment sur la qualité de la formation. Il semble mettre en doute la qualité de la formation des médecins dans notre pays. Vous l'avez suivi? Vous avez lu cela? Qu'est-ce que vous en pensez? Je ne sais pas quelle est l'évaluation qu'il a faite. Je ne mets pas en doute ce qu'il dit. Mais pour remettre en question la formation, il faut faire quand même une petite étude. Et c'est à la fin de cette étude qu'on peut conclure à cette difficulté ou alors à cette insuffisance de professionnalisation de cette formation-là. Mais je ne suis pas sûr. Sur l'aspect technique qui semble manquer à la formation. On est plus théorique selon lui. Il n'y a qu'un seul CHU, il y a 10 facultés. C'est là où nous devons faire très attention aux déclarations de ce genre. Mais qui vous a dit qu'il n'y a que le CHU qui forme? Qui vous l'a dit? Aujourd'hui, toutes les facultés de médecine ont des hôpitaux d'application. Vous allez à Douala, vous avez la Kentini qui forme. Vous avez l'hôpital général de Douala qui forme. Vous allez à Ebolova, vous avez le CHR qui forme. L'hôpital régional qui forme. Mais qui vous a dit qu'il n'y a que le CHU qui forme? C'est ça la difficulté. C'est là qu'on parle du centre hospitalier universitaire alors que les autres sont des hôpitaux ordinaires. Non, mais c'est pas cela la formation. Ici, moi je pensais qu'il allait dire il n'y a pas beaucoup des moniteurs, c'est-à-dire que des praticiens qui vont prendre en charge, n'est-ce pas, la phase pratique de l'étudiant ou de l'apprenant. Non. C'est pour ça que je dis, il faut pour faire ce genre de déclaration, il faut faire une étude. Et à mon avis, aucune étude n'a été menée à ce moment par lui. Nous pouvons encore, sur la base de ce qui nous revient des formations sanitaires, nous pouvons donner un avis sur la question. Mais chacun doit rester dans son rôle. L'ordre est saisi par nous. Lorsqu'il y a un problème d'éthique, lorsqu'il y a un problème ici, il y a un problème cela, nous saisissons l'ordre pour avoir son avis. L'ordre en tant qu'ordre défend simplement les droits de ses adhérents. Comment savoir comment est-ce que ces membres sont quand même bien traités? Voilà comment nous devons agir. Il ne devrait pas regarder si ces membres sont mal formés. Et c'est pour cela que nous devons être ensemble. Maintenant, l'ordre peut également organiser des formations. Il peut organiser des mises à niveau. Il peut organiser des recyclages. L'ordre peut le faire. Des conférences, parce que vous savez très bien que nous sommes dans un domaine où les choses évoluent assez vite. À la différence des autres pays, où on n'est pas médecin à vie. Ici, aujourd'hui, lorsque vous sortez de l'école, vous êtes médecin à vie. Bon, soit. Nous en avons besoin. Mais il faut que la formation continue, puisse s'organiser et pouvoir obtenir les connaissances. Et c'est ce que nous sommes d'ailleurs en train de faire parce que nous sommes dans une démarche de mettre en place 4 grands centres de formation continue.
Nous commencerons par le centre, où aujourd'hui nous avons utilisé, d'ailleurs parce qu'il y a déjà un certain nombre de choses qui ont été mises en place. Nous utilisons l'ancien ORCA pour pouvoir former nos personnels. Et donc, ça sera un très grand centre de simulation. Qui va garantir la formation continue. De simulation, oui, qui va garantir la formation continue. Et nous en aurons 3 autres avec la durée. Et donc, je crois que c'est cela l'objectif aujourd'hui. Faire de la critique, pour nous, ça ne nous avance pas. Et lorsque nous sommes toujours en discussion avec que ce soit les autres, que ce soit les sociétés savantes, nous leur disons toujours, si vous dites il y a une chose, il faut proposer quelque chose. Donc ça ne sert à rien de me dire, monsieur, vous êtes mal habillé, dites-moi comment je devrais m'habiller. Parce que c'est ça la progression. Si on veut avancer, il faut bien que à côté de la critique, il faut qu'il y ait une solution. D'accord. On forme en moyenne 700 à 850 médecins chaque année. Est-ce qu'il y a encore des capacités d'absorption? Puisque selon l'ordre, ça fait 4 ans environ qu'on a pu recruter. Ceux qui sont formés là, c'est pour aller où? Mais rappelez-vous, tout à l'heure, je vous ai dit, vous n'avez pas que le secteur public. Vous avez le secteur privé. Et il ne se passe pas un seul jour où je n'ai pas reçu de demande d'ouverture de centres de santé privés, des polycliniques et tout le reste. Vous pensez que ces centres-là vont fonctionner avec quoi, si ce n'est que le public qui devrait pouvoir les absorber? Non. Aujourd'hui, nous avons un gap d'environ 68 000 personnels. Nous l'avons dit. Alors, ce gap ne doit pas simplement être couvert par ce que l'État recrute. Et donc, il y a de la place encore. Il y a des possibilités. Et je vous ai dit, c'est que nous sommes en train simplement de voir, c'est de faire en sorte que ce qu'on recrute, surtout dans le privé et en statut, ce qu'on recrute, qu'ils aient un salaire décent, qu'ils soient bien traités. Et parce que dans le privé, oui, il n'y a pas une ceinture de sécurité suffisamment solide en termes de salaire, en termes de garantie, avantages. Voilà. Donc c'est ça. Les médecins sont payés en monnaie de singe. Voilà, aujourd'hui c'est contre cela que nous luttons et nous voulons assurer à ces jeunes qui rentrent dans la fonction publique un minimum, n'est-ce pas? Un minimum. Et c'est pour ça que nous multiplions les descentes sur le terrain, nous multiplions les contrôles, l'audit de ces formations sanitaires privées pour qu'on s'assure de ce qu'ils ont un environnement de travail décent et ils ont quand même un traitement qui leur permet d'avancer. Vous êtes personnellement satisfait des résultats? Le dernier recensement que nous avons fait et les descentes que nous avons faites, on en trouve quand même des formations sanitaires qui sont privées, qui sont vraiment sérieuses et qui garantissent cela. Mais à contrario, il y a ceux qui font beaucoup de bruit, d'ailleurs, par ailleurs, mais qui, en réalité, dans le fond, ne remplissent pas les critères. Nous sommes allés à Douala dans un centre privé. On a trouvé on a mis 4 planches et on a mis un scanner à l'intérieur. Et des jeunes filles qui font cet examen aux patients, mais s'exposent à beaucoup de choses, y compris l'infertilité. Parce que les rayons X qui rentrent là, ça va où? Donc, on a des choses comme ça. C'est vrai que tout de suite, nous avons fermé ce centre en question et nous leur avons donné un cahier de charge pour la remise à niveau et tout le reste. Mais vous savez, vous avez des choses comme ça à travers le pays. Et donc, des fois, on est obligé de jouer le mauvais garçon parce que lorsque vous fermez un centre, vous devenez mauvais. On ne regarde pas le mal que ça fait aux populations, on ne regarde pas le mal que ça fait aux autres Camerounais. Mais on dit Manaouda est comme ça, il est mauvais, il est ci, il est cela. Nous sommes obligés parce que nous avons une mission qui nous a été confiée par Monsieur le Président de la République. On doit avancer, quel que soit le cas. D'accord. Sur le volet de formation, on sort par là. Il y a également de nombreuses critiques sur la formation dans les instituts privés. Beaucoup appelaient même à ce qu'un toilettage soit fait de ce côté-là. Est-ce que vous avez une mise sur la qualité de la formation dans les instituts privés? Oui, nous sommes sur ce travail avec les collaborateurs techniques concernés. Une fiche a été élaborée, des équipes ont été constituées et malheureusement,
nous allons descendre sur le terrain et enfermer celles des structures qui ne remplissent pas les normes. On sera obligé de le faire, transférer les élèves dans d'autres centres. Ça sera douloureux certainement pour les promoteurs et tout le reste, mais il faut bien que nous soyons sérieux dans notre formation. Et donc, ça va se faire. D'accord, ça va se faire. Parlons à présent de cette vision, celle de l'humanisation des soins. Lorsque vous arrivez à la tête de ce département ministériel, vous le présentez comme une vision qui a d'ailleurs été appréciée par les Camerounais qui souffraient dans les hôpitaux du mauvais accueil, de la mauvaise prise en charge des patients. 5 ans plus tard, on n'entend plus beaucoup le ministre Manaouda évoquer l'humanisation des soins. Vous avez buté face aux mentalités difficiles? Vous avez abandonné? Non, pas du tout. Pas du tout. Je pense que ça commence à rentrer plutôt dans la culture de nos personnels. Si vous allez à l'hôpital, ce n'est pas la même chose qu'il y a cela 5 ou 6 ans aujourd'hui. Et donc, je crois que on chacun... accueille mieux les patients, oui, par exemple. quand même. Quand même. C'est-à-dire qu'une prise en charge spontanée, on accueille mieux, on informe mieux et ça ne manque pas de formation sanitaire. Vous allez trouver que les choses ne sont pas bien faites. Ça ne manque pas. Mais pour le moment, je crois que la plupart a progressé vers cette humanisation de soins. Et je devrais d'abord préciser que ce n'est pas une vision simplement de Manaouda, mais cette vision a été présentée au président de la République qui a validé cette humanisation de soins et services de santé. Donc, nous sommes en train d'implémenter ce que le président a décidé à valider. Et donc, si vous allez aujourd'hui dans la plupart de nos formations sanitaires, nous évoluons, nous progressons. Ce n'est pas encore cela. Ce que les Camerounais attendent, c'est que vous arriviez à l'hôpital, vous n'avez pas d'argent, qu'on prenne d'abord soin de vous. Mais les échos que nous avons des hôpitaux, c'est que parfois on vous renvoie, on laisse traîner votre cas parce qu'il faut d'abord payer quelque chose. Ce n'est pas systématique. Nous avons fait des circulaires dans ce sens-là. Nous avons fait une communication en direction des responsables des formations sanitaires. Ce n'est peut-être pas systématique tout de suite qu'on vous repousse parce que dans la plupart des cas, moi-même, je me suis déguisé, j'ai fait un certain nombre de formations sanitaires. Je portais une culotte avec une tennis et une casquette. Je voyais comment les gens se comportaient. Je m'alignais lorsqu'il fallait aller à la pharmacie. J'ai fait cela et je continue à faire cela d'ailleurs de manière civilisée. Je peux vous dire que les choses changent quand même. Peut-être qu'on n'est pas encore au niveau où nous aurions souhaité être. Mais les choses changent. Les choses changent, on progresse. Vous allez toujours trouver des gens qui sont en arrière et qui ont besoin d'un coup de main, d'un coup de fouet, certes, mais les gens sont en train de changer. Parce que c'était ça, ma préoccupation, c'est qu'il faut déjà que nous commencions quelque part. Maintenant, vous allez trouver aussi des structures qui ont commencé à le faire, mais qui commencent à se décourager parce que vous prenez en charge une personne qui est arrivée à bord d'une Mercedes, qui a, c'est pas moi, un téléphone, iPhone, quelque chose en main. Vous le prenez en charge. Vous le guérissez certainement déjà, mais après il vous dit, je suis indigent, je n'ai rien. Mais les formations sanitaires doivent fonctionner. Les formations sanitaires doivent fonctionner. Ils doivent payer le personnel, les quotes-parts, les motivations. Comment on fait si personne ne veut payer? Vous prenez des gens qui arrivent à l'hôpital, escortés, quand vous le prenez en charge, des fois vous opérez la personne parce que c'est une urgence vitale, vous faites un certain nombre de choses, de soins, après il n'y a plus personne. Et quand vous lui posez la question, il vous dit, vous savez, je suis seul au monde. Pourtant, il y a une cohorte de personnes qui sont venues. Et vous avez certaines personnes qui, après avoir été guéris dans nos formations sanitaires, emportent le matelas, emportent les draps, emportent tout dans leur chambre et s'enfuient avec. C'est quand même des choses, des comportements qu'il faut décrier. C'est des comportements qu'il faut dire, il faut que ça s'arrête. Oui, d'accord, il faut que ça s'arrête. Mais comment font ceux qui font face
de façon sérieuse et pertinente à ces difficultés? Est-ce qu'il faut attendre une descente du ministre de façon Non, pas du tout. Est-ce qu'ils ont une façon de dénoncer cela, de réagir, de vous informer, de saisir les autorités que vous êtes pour que... Non, c'est pas nécessairement nous qu'il faut saisir. Dans chaque formation sanitaire, notamment de première, deuxième, troisième catégorie, vous avez un service social. Lorsque vous êtes buté, vous allez dans ce service social et vous faites la déclaration du genre « j'ai été soigné, j'ai cette facture, je n'arrive pas à honorer ma facture ». Le service social va faire une petite enquête autour de votre personne, y compris la possibilité d'aller demander chez vous, d'aller voir chez vous. Après cela, s'il s'avère véritablement que vous ne pouvez pas, il va vous être remis. Mais vous ne pouvez pas d'entrée de jeu comme ça dire ce paiement, je ne peux pas le faire. Et qu'on vous croit. Ou alors que vous appelez telle ou telle autre personne. Si vous avez la possibilité de le faire, ça veut dire que vous pouvez quand même faire un effort, n'est-ce pas? Parce que notre problème, c'est ceci. Lorsque Manaouda s'en va à l'hôpital, Manaouda doit garantir que Jean-Jacques viendra derrière pour se soigner, se faire soigner également. Je ne vous souhaite pas de tomber malade. Mais je dis encore une fois de plus, il faut que quand vous allez, en payant, vous garantissez le soin qui vient après vous. Mais si vous ne payez pas, ça veut dire que vous coupez les soins à ce niveau-là. Alors, celui qui va tomber malade après vous, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Donc, je crois que c'est cela Mais est-ce que ce n'est pas seulement la deuxième partie là que les personnels sur le terrain retiennent? Que vraiment il faut que l'hôpital tourne, il faut qu'on prenne soin de celui qui va venir après. Est-ce que pourquoi ne réussit pas à avoir un langage qui rassure le patient et non le langage qui met à l'avant de l'argent? Non, si vous allez aujourd'hui dans la plupart de nos formations sanitaires, ce n'est plus cela. Ce n'est plus l'argent qu'on met en avant. Et je voudrais dire ici que nous sommes en train de faire un travail dans le cadre de la couverture santé universelle. Et vous verrez que si nous entrons pleinement dans cette couverture santé universelle, ces petits problèmes vont s'estomper. Parce que le seul fait que nous avons dit dans ce cadre-là que la consultation des enfants de 0 à 5 ans est gratuite, on a fait sauter un verrou. Et nous avons reçu peut-être le double, sinon le triple des enfants qui viennent en consultation. Simplement parce qu'on a dit c'est gratuit. Et donc, je crois que nous sommes en train de faire un travail dans ce sens-là, dans le cadre de la couverture santé universelle. Et je pense aussi que lorsque nous aurons l'encadrement juridique et que les cotisations, c'est pas moi, le financement va s'étendre, on aura une bouffée d'oxygène sur ce point, parce que les petites choses aujourd'hui qui sont prises, le panier de soins qui est pris en charge aujourd'hui, ça ne souffre de rien. Vous allez voir que les Camerounais sont épanouis. Quand vous prenez la population des personnes insuffisantes rénales, vous allez voir qu'ils sont tout aises d'aller à l'hôpital, d'aller faire leur dialyse, de rentrer, parce qu'ils n'ont plus cette contrainte financière. Et donc, je crois qu'il y a des choses qui, je l'ai dit toujours, qui évoluent. Nous évoluons, mais on ne peut pas d'un claquement de la main avoir tout une fois. Parce que les gens auraient voulu qu'on soit à un niveau où tout est gratuit à l'hôpital. On n'en est pas encore là. Mais le Cameroun a évolué. Et on avance, il y a des solutions. Oui. On parle malheureusement encore de négligence. Dans certains cas, dans les centres hospitaliers, dans les hôpitaux, l'affaire des triplés de l'hôpital d'ici de Lokbaba a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Il paraît que vous avez déjà reçu les résultats de l'enquête qui a été menée de ce côté-là. Qu'est-ce qui s'est passé à Lokbaba? C'est une affaire, pour moi, qui devrait se résoudre à 2 ou 3 choses. Mais comme nous aimons bien le scandale, nous aimons bien le buzz au Cameroun. Et je voudrais d'ailleurs préciser une chose. Dans la plupart des cas du scandale dans nos formations sanitaires, ce n'est pas les concernés qui sont à la manœuvre. C'est des gens qui sillonnent nos hôpitaux et qui achètent les problèmes. Qui sont à la récupération. Qui sont à la récupération. J'ai jamais vu où la dame a dit « Maman, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe ». Mais un monsieur lui a dit « Prends ça ».
il lui a donné un peu d'argent, laisse-moi faire. Tu vas avoir plus que ça. Et donc, c'est de la récupération. Et donc, l'Obama n'a pas échappé, malheureusement, à ces cas-là, à ces démarches. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que l'hôpital devrait pouvoir, n'est-ce pas, être ce milieu-là où il n'y a pas d'opinion politique, il n'y a pas de religion, il n'y a pas de sexe, c'est l'hôpital. Aujourd'hui, la plupart des contradicteurs du régime veulent faire de l'hôpital un champ politique. Je m'oppose carrément à cela et je m'oppose vraiment totalement à cela. On ne peut pas faire de l'hôpital un champ politique. D'abord, c'est cela. Et si vous voyez à la fin, vous avez bien vu le directeur de l'hôpital Logbaba et la famille se saluent, rire ensemble. Donc, nous avons certes déploré et nous avons adressé nos condoléances à la famille éplorée, mais ce n'est pas un cas qui aurait dû faire autant de bruit. C'est pas un cas de négligence? Non, pas du tout. Les experts se sont prononcés. La mission que j'ai envoyée sur le terrain, l'audit que j'ai fait faire, c'est prononcé, mais ce n'est pas des cas de négligence. Mais il s'agit d'une grossesse, ils ont appelé ça l'avortement tardif, non viable. Tout ce qui devrait être fait a été fait. Tout ce qui devait. Mais ce que nous devons aussi dire à nos compatriotes, c'est que lorsque nous sentons que nous avons, si nous prenons le cas de grossesse, une grossesse, j'allais dire délicate, il faut qu'on se fasse suivre. Et pas dans un centre de santé qui est... Non, il faut qu'on se fasse suivre là où il y a un plateau technique adéquat. Parce que si nous restons au quartier et que nous sentons les douleurs, c'est à ce moment que nous allons à l'hôpital, comment est-ce que le médecin lui fait pour pouvoir savoir qu'il y a un problème ici? Parce qu'il y a des choses qu'on peut corriger, n'est-ce pas? Tout au long de la grossesse, il y a des choses qu'on peut corriger. Il y a des choses qu'on ne peut plus corriger lorsque vous êtes arrivé à un certain niveau. Donc, donnez-nous la possibilité de vous aider simplement en venant à des consultations prénatales. C'est pas de donner la possibilité également aux femmes enceintes de venir facilement à l'hôpital. Oui, justement, c'est ce que le président de la République a fait. La gratuité n'est pas encore garantie au Cameroun. Et on fait la comparaison avec quelques pays voisins où la prise en charge totale des femmes enceintes et même jusqu'à la césarienne lorsqu'elle s'impose, elle est gratuite dans certains pays voisins. Mais on paye encore pour donner la vie au Cameroun. Alors, moi, je suis souvent, j'allais dire, assez dubitatif quand je vois un compatriote faire toujours de la comparaison. C'est des choses qui ne passent... Il faut voir ce qui se passe ailleurs. Non, c'est différent. C'est différent lorsqu'on veut faire du benchmarking. C'est différent. Mais si on veut comparer, nous prenons un seul aspect et nous lâchons d'autres aspects. Si vous voulez faire des comparaisons, prenez tous les aspects. Ces pays, parce que je sais, je vois le sens de votre regard, mais je dis ces pays-là ne font pas le tiers de ce que le Cameroun est en train de faire. Ils ne font pas le tiers de ce que nous faisons. Maintenant, si nous revenons à la femme enceinte, sur 10 régions, nous avons déjà 8 régions où la femme enceinte, en payant 6 000, peut faire une césarienne, peut faire ci, peut faire... Il fait tous les soins, 6 000 francs. 6 000 francs le chèque santé. Donc, dans votre 6 000 francs, vous faites vos consultations prénatales, vous faites l'échographie, vous allez accoucher, et si vous avez des difficultés, une césarienne, vous ne payez plus rien. Si vous êtes à Berthois et que Berthois se dit c'est une grossesse qui devrait pouvoir être référée à l'hôpital général, c'est Berthois qui vous refait, vous ne payez rien. Vous arrivez à l'hôpital général, on fait l'ensemble de soins nécessaires et vous repartez à votre Berthois natal, vous n'aurez plus à débourser un franc en dehors de votre chèque santé que vous avez payé à 6 000 francs au départ. Ça, c'est des choses qui se font au Cameroun. Mais c'est des choses aussi que vous allez voir. Beaucoup vont commencer à dire non, mais pourquoi vous faites ci, pourquoi vous faites cela? Je pense que le président de la République en fait beaucoup d'ailleurs. Peut-être pas comme nous, chacun d'entre nous,
dans sa tête, parce qu'on voudrait peut-être qu'il vienne même jusqu'à donner à manger chez nous. Mais je dis que le président la fait prise en charge de beaucoup la de femme choses. enceinte soit quand même gratuite. Mais c'est pour ça que je vous dis. Et l'année qui arrive, nous allons rentrer dans le centre, dans la zone rurale, nous allons rentrer dans le littoral rural, et nous serons donc à 10 régions qui vont faire de la prise en charge de la femme enceinte, du nouveau-né, jusqu'à 42 jours à 6 000 francs. 6 000 francs. Et donc, je crois qu'il faut que nous apprenions déjà, au moins, à apprécier ce qui est fait. Alors, sur ce qui n'est pas fait, Oui. on observe quand même que il faut que le ministre Manaouda arrive à l'hôpital pour venir libérer les femmes qui ont accouché et qui n'ont pas de moyens. Il y a encore ces cas de prisonnières d'une autre époque qu'on a encore dans notre pays. Pourquoi attendre votre intervention? Pourquoi ne pas systématiser cela et garder des femmes dans les hôpitaux avec bébés et autres? Ça fait quand même mauvaise image. Je vais encore quand même revenir, me répéter, parce que ça peut être nécessaire. Vous avez, et je l'avais dit à ce moment-là, quand je libérais un certain nombre de femmes à l'hôpital Génico. Vous voyez que vous avez dit libéré. Oui, bien entendu. Détenu. Non, je ne fuis pas devant les mots. Libéré parce qu'ils étaient retenus. Ils étaient retenus contre leur gré, donc je les ai libérés. Pourquoi je les ai libérés? Mais je leur ai tenu un langage de la vérité. L'enfant est un projet. Et lorsque vous avez le projet de faire un enfant, vous commencez à vous préparer à l'accouchement, à la venue de cet enfant. Il se trouve que chez l'être humain, la gestation dure 9 mois. Mais pour certains, c'est au 9e mois qu'ils se rendent compte qu'ils sont enceintes et qu'ils vont accoucher. Et donc ils arrivent, on ne savait pas qu'on allait accoucher, nous voici, on a accouché. Et ils accouchent. Maintenant, il faut ci, il faut ça, il n'y a rien. Mais personne ne nie l'effort que l'hôpital fait de pouvoir au moins faire accoucher ces dames sans rien avoir reçu, de faire tout cela, et des fois, pour une facture qui va jusqu'au million. Personne ne nie l'effort de l'hôpital. Mais les gens voient simplement la dame qui a déjà son bébé bien portant de fois, qui est là et qui dit, bon, moi je n'ai rien, je ne paye rien. Ou que je ne peux rien payer. Personne ne voit que l'hôpital a quand même pris d'abord les devants en faisant tous les soins, en apportant tous les soins à cette maman, en s'occupant du bébé, en faisant ceci. Donc, il faut que nous, je dis encore une fois de plus, l'hôpital n'est pas l'hôpital du gouvernement. L'hôpital, c'est l'hôpital des Camerounais. Nous devons aider l'hôpital à nous aider. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui viendra injecter de l'argent dans l'hôpital, c'est nous tous en réalité. Et c'est pour ça que nous demandons toujours que lorsque nous avons un projet de faire un enfant, même si c'est rien, mettons 500, mettons 1000 francs, le moment venu, c'est ça qui va nous aider à payer notre facture. Mais vous comprenez quand même que les gens en sont à demander une prise en charge totale, c'est-à-dire qu'on ne retienne pas les mamans avec bébé à l'hôpital. Alors, ce que je l'ai dit tantôt, c'est que nous avons fait cela. Mais plus jamais personne à la maternité ne venait payer quoi que ce soit. Parce que le message passe assez rapidement. Il y a même des dames que nous avons vues qui étaient retenues, qui nous disent non, on nous a dit qu'après un certain temps on va nous libérer, nous on ne va rien payer. Donc on reste ici. Mais on reste ici. Et elle a un téléphone à main, iPhone, et cause avec ses copines dehors. Alors, est-ce que c'est la volonté qui nous manque? Est-ce que c'est les moyens qui nous manquent? Donc je pense que nous devons, toute proportion gardée, nous mettre dans l'esprit de ce que l'hôpital n'est pas l'hôpital du gouvernement. Ce n'est pas l'hôpital du président Paul Biya. Ce n'est pas l'hôpital de Manaouda. C'est l'hôpital des Camerounais, de vous et moi. Et l'évolution, les avancements que nous pouvons avoir à l'hôpital dépendent de ce que nous apportons comme effort. C'est cela. Hier encore, je parlais quand je rentrais de quelqu'un qui me dit, je suis en train de partir comme ça parce que je vais me soigner au Cameroun. Je dis, pourquoi? Mais vous quittez l'Occident pour venir vous soigner au Cameroun? Il dit, non, il voulait faire un examen. On lui a dit, revenez en mars. Il est allé pour faire un examen.
une échographie. Quand il allait, on lui a dit le prochain rendez-vous qu'on peut vous donner le plus proche, c'est mars. Mais au Cameroun, imaginez-vous un seul instant que quelqu'un va à l'hôpital pour faire un examen, on lui dit revenez demain. Mais c'est un scandale. Mais lui, il accepte ça. Et ce sont ces pays que vous voulez comparer au Cameroun là, qui font ça. Et là-bas, quand vous y allez, tant que vous ne déboursez pas d'argent, vous n'êtes pas pris en charge, chers amis. Ces pays que vous voulez comparer au Cameroun. Là-bas, il n'y a même pas de possibilité d'être retenu parce que vous allez payer systématiquement. Vous ne payez pas, vous n'avez pas de soins. Parce qu'on vous dit, allez là-bas. Donc, c'est clair que nous avons des efforts à faire. Mais il faut déjà apprécier ce qui est fait. Sur ce qui est fait ou ce qui était attendu, c'est le contenu de la couverture santé universelle. Lorsqu'on a annoncé la couverture santé universelle, beaucoup de gens ont dit c'est fini, amen, on est sorti des difficultés. Où en est-on avec cette couverture santé universelle où on parle encore d'argent qui circule, on parle encore d'ici ou ça. Est-ce que la panacée qu'on annonçait n'a pas accouché d'une souris? Non, nous sommes... La couverture santé universelle est un état. Ce n'est pas... On atteint la couverture santé universelle. Ça voudrait dire que nous sommes dans une démarche. Nous sommes encore en route. Et ce que nous faisons aujourd'hui, c'est un peu comme... parce que nous n'avons pas encore l'encadrement juridique, vous le savez très bien. Donc nous faisons comme une phase où on veut huiler tout ce que nous avons. Et qu'au moment où on a l'encadrement juridique et nous lançons réellement cet état-là, que nous soyons prêts le moment venu. Et donc c'est cela que nous faisons. Maintenant, dans cet aspect, santé universelle est encore dans les papiers dans cette phase 1 que nous avons, donc de la couverture santé universelle, nous avons un ensemble de soins que nous avons mis dans ce panier. Il y a déjà des soins préventifs. Et dans ces soins préventifs qui nous concernent tous, vous avez tout ce qui est promotion de la santé, tout ce qui est vaccination, tout ce qui est supplémentation en vitamine A, tout ce qui est nutrition. On a tout cela dans ce panier. Vous et moi, nous sommes, et c'est tout Camerounais qui peut y avoir accès. Et je rappelle que les efforts faits par le président de la République, c'est une quinzaine, sinon une vingtaine de vaccins qui coûtent cher, mais qui sont gratuitement mis à la disposition des Camerounais de tous les bords. Allons-y, ça c'est la prévention, monsieur le ministre. Où est-ce qu'on en est exactement par la phase 1? C'est ce que nous sommes en train de dire. Fondamentalement changé. Lorsque moi je vais à l'hôpital, comment est-ce que je ressens la mise en œuvre de la couverture santé universelle? Non, ce que vous devez savoir, c'est que la couverture santé universelle, c'est pas quand vous arrivez à l'hôpital, non, c'est des paniers, c'est des niveaux de soins. C'est des paniers de soins. On va dire, aujourd'hui, dans cette phase 1, la question c'est qu'est-ce qu'on a mis dans la phase 1? Dans la phase 1 de la couverture santé universelle, nous avons mis, j'ai dit, les soins préventifs, promotionnels. Nous avons des soins curatifs, et je pense que c'est ça qui vous intéresse, puisque vous parlez de l'hôpital. Vous avez dans cette phase 1, j'ai parlé tout à l'heure du chèque santé, c'est-à-dire la femme enceinte qui va à l'hôpital avec 6 000 francs et qui est prise en charge totalement jusqu'à l'accouchement, jusqu'à son enfant à 42 jours, le nouveau-né à 42 jours. Vous avez dans cette phase 1 les insuffisants rénaux, c'est-à-dire ceux qui passent à la dialyse, qui payent 15 000 francs l'an, alors qu'ils devaient payer dans les 600 000, un peu plus. Mais aujourd'hui, ils payent 15 000 francs l'an et ils peuvent faire leur séance de dialyse un peu partout, alors qu'avant, ils étaient assignés à un centre. C'est-à-dire que si vous êtes assigné à Ebolova, si vous n'êtes pas à Ebolova, vous ne pouvez pas faire de la dialyse. Aujourd'hui, vous vous retrouvez à Maroc, vous faites votre dialyse parce que vous avez une carte CSU. Vous avez toutes ces pathologies-là, le VIH, la tuberculose, le paludisme. Et le paludisme, ce qui est nouveau là-dedans, c'est que nous avons mis en place un système de monitoring pour rendre effectivement gratuit le traitement du paludisme. Vous avez dans cette phase 1 que nous sommes en train d'implémenter d'autres pathologies comme le diabète pédiatrique que nous avons inclus dans cette affaire aujourd'hui. Nous avons un certain nombre de choses comme ça que
Hier, ça ne se faisait pas. Mais aujourd'hui, vous les avez. Et donc, je crois que ça, c'est le concret. Mais vous avez voulu que j'aille directement sur le soin préventif, curatif, parce que les gens voient l'hôpital. Or, nous voulons, ce que nous souhaitons, c'est que les gens n'arrivent même pas à l'hôpital. C'est pour ça que nous parlons davantage de soins préventifs. Nous voulons empêcher que les gens aillent à l'hôpital. Et c'est pour ça que nous mettons également beaucoup d'accent sur la communication, le changement de comportement, le changement de vie, de mode de vie. Nous revenons de l'OMS, on a parlé de la pollution de l'air, nous avons parlé des effets des déchets chimiques et tout le reste. Donc nous parlons, nous sommes dans l'action en termes de prévention pour que les gens n'aillent pas à l'hôpital. Alors on a la phase 1, pour qu'elle soit totale, il faudra combien d'années, combien de phases? Non, il ne faut pas voir les choses dans ce sens. Il faut voir les choses dans l'évolution. Si on a bien commencé par 1, il faut qu'il y ait un 2. Non, pas nécessairement. Oui. Pas nécessairement. Je vous ai dit, cette phase 1 nous permettait de mettre en place tous les organes, tout ce qu'il faut, et de faire huiler la machine, le logiciel et tout. C'est la fondation. Et donc, on peut, aujourd'hui, si nous avons l'encadrement juridique nécessaire, on peut, j'allais dire, pousser le mur et rentrer dans la couverture santé universelle totalement. D'accord. Dans quelques minutes, on va recevoir une dame qui viendra également relayer des questions des internautes. Là-bas, on dit ça sort comme ça sort. Vous serez certainement prêt à répondre à ces questions-là. Et l'une des questions les plus récurrentes porte sur le baume François. Lorsqu'on annonçait votre passage ici, sur 10 messages, il y a 6 qui vous demande comment vous avez osé évoquer le baume François, comment vous voulez interdire cette affaire que tous les Camerounais ont adoptée. C'est quoi votre problème avec le baume François? J'allais dire aucun. Je n'ai aucun problème avec le baume François. Je pense que les parlementaires m'ont d'ailleurs interpellé sur la question. J'ai répondu. J'ai fait un tweet dernièrement pour relayer un certain nombre de choses. Le véritable problème, c'est que quand le promoteur du baume François a mis sur le marché, j'ai l'impression qu'il n'avait aucune idée de la démarche, n'est-ce pas, de la mise sur le marché d'un produit comme cela. Et donc, c'est les ordres, notamment l'Ordre national des pharmaciens, qui attire mon attention sur le caractère possible, c'est-à-dire que la possibilité que cela soit nocif et qu'il fallait quand même qu'on contrôle. C'est ce que nous avons fait. Ce qui est normal en tout cas. Ce qui est normal, c'est ce que nous avons fait. Nous avons pris le produit, on l'a envoyé au contrôle qualité à l'ANACOM. Malheureusement, l'ANACOM a déclaré que cela était impropre à la consommation, à la mise sur le marché pour les humains. Et donc, il y avait des choses à, j'allais dire, à revoir, à régulariser dans la composition, n'est-ce pas, de ce baume. Et c'est d'ailleurs pour ça que vous allez trouver qu'il y a certains qui sont fait brûler, n'est-ce pas, la peau avec cela. C'est ce que nous avons relayé aux promoteurs. Nous avons dit aux promoteurs, en l'état actuel, ça sera difficile. Donc, il faudrait que vous veniez. Nous allons travailler pour pouvoir vous accompagner à la régularisation de la situation et que vous puissiez, dans les formes décrites par la réglementation, mettre sur le marché votre produit. C'est ce que les autres font. Sauf que nous avons eu quelques réticences de la part du promoteur, qui certainement, ne sait pas quel est l'état d'esprit, mais m'a fait appeler par X, par Y, par Z. Et donc, quand ces personnes m'ont interpellé, je leur ai dit non, ce n'est pas moi, c'est notre réglementation à nous tous. Nous sommes un état de droit et l'état de droit dit qu'il faut garantir la sécurité sanitaire de tous ces Camerounais. Et pour garantir la sécurité sanitaire, ce produit est de manière insatisfaisante, n'est-ce pas, mis sur le marché et ce n'est pas bien. Et ce n'est pas moi parce que c'est le contrôle qualité qui l'a relevé. Et donc, nous sommes là dans ce sens en train de lui dire, nous vous offrons notre accompagnement,
Venez simplement avec l'ensemble de vos documents et qu'on puisse vous accompagner à mettre sur le marché de manière régulière, cette fois-là, votre produit. On l'a d'ailleurs fait pour ce qui est du jus, du thé, du même promoteur qui nous a été soumis. Ça, les services techniques ont travaillé dessus et aujourd'hui, on est en train de soumettre à l'homologation comme un médicament traditionnel amélioré. Ça, c'est un processus qui a suivi le cours normal, qui a été accompagné par les services techniques et qui est en train d'aboutir. Mais pourquoi est-ce qu'en ce qui concerne le bon François, le même promoteur ne voudrait pas faire ces démarches? Ça, je ne peux pas imaginer. Et donc, pour nous, nous sommes les défenseurs de la réglementation. Nous sommes là pour appliquer la réglementation. Et la réglementation dit pour qu'un produit se trouve en train d'être consommé par les Camerounais, il faut bien qu'il y ait une méthodologie, il faut qu'il y ait un processus. C'est la même chose, même les vaccins que vous voyez aujourd'hui, même les produits qui nous viennent. Le simple paracétamol, c'est pas moi que vous avez, passe par là. Il faut une autorisation de mise sur le marché, sinon c'est illégal. Et donc voilà. D'accord. La société François Santé qui produit donc Bon François a adressé ce mémorandum, je ne sais pas si vous l'avez lu, de la société François promotrice adressée à son excellence Paul Biya, le chef de l'État. Je vais lire juste une petite partie de l'introduction. Au regard des résultats positifs effectués par les différents services techniques compétents du Cameroun en matière de produits diététiques et compléments alimentaires sur les produits de la société François Santé, au regard des vicissitudes, des contradictions, des dysfonctionnements et contre-déclarations du ministère de la Santé publique, des atermoiements et des attitudes suspicieuses de l'Ordre national des pharmaciens du Cameroun, du Laboratoire national des contrôles de qualité et d'exportation des médicaments, de la direction de la promotion de la santé et la direction de la pharmacie du médicament et les laboratoires du ministère de la Santé publique dans le processus de normalisation des produits François, ainsi de suite. Ils se disent contrariés et disent qu'ils ont cru bon et sont convaincus que la seule voie de solution au blocage construit et savamment entretenu autour du processus de normalisation des produits de la société François Santé et reste ce mémorandum adressé au président de la République, son Excellence Paul Biya. Alors, la réaction que cela m'inspire, comment une personne peut estimer que tout le monde est contre lui et il n'y a que le président qui peut le sauver dans l'affaire? C'est-à-dire que vous dites, le laboratoire national est contre vous, la direction est contre vous, le ministre est contre vous, l'ordre est contre vous. Mais ça veut dire que tout le système technique de validation d'un produit est contre vous, il n'y a que vous. Vous voulez tuer Bon François. Alors, pourquoi est-ce qu'il ne nous dit pas quels sont ces résultats qu'il invoque? Le ministère de la Santé publique ne fait pas de contrôle qualité. Nous avons un laboratoire pour cela. Donc quand nous prélevons, nous envoyons, et nous payons d'ailleurs, nous payons les analyses qui sont faites dans ce laboratoire. Et quand les résultats viennent, on le regarde froidement. On ne voit pas si c'est François ou c'est Hubert ou c'est Paul ou c'est Pierre. On n'a pas besoin de connaître qui est derrière. La preuve, c'est que vous me donnez un nom là aujourd'hui, c'est la première fois que j'écoute ça. Parce que je ne suis même pas. Je ne sais pas qui est derrière. Tout ce que je sais, c'est que on m'a dit il y a un problème de Bon François. J'ai dit suivons la réglementation. On a envoyé au laboratoire. Le laboratoire nous a renvoyé les résultats et la commission a dit voilà ce qu'il faut faire et on est prêt à l'accompagner. Mais pourquoi il ne voudrait pas qu'on l'accompagne? Et pourquoi il souhaite? Et c'est ça notre problème, parce qu'on a l'impression que le président de la République c'est notre marchepied. Parce que tout le monde pense qu'il n'y a que le président de la République qui fait tel chose. Mais le président de la République a mis en place des responsables à qui il a délégué une petite portion de cette affaire. Et qui sont là pour ça. Mais si moi je suis ministre de la Santé publique aujourd'hui, et que je n'arrive pas, c'est-à-dire que ce genre de petites choses doit repartir jusqu'au président de la République, mais ça veut dire que j'ai joué. Or, ce que nous demandons à notre compatriote, c'est de faire comme tout le monde. Dans le cas de la Covid, nous avons eu des MTA. Au premier regard, ceux qui étaient là avaient voulu ne pas se mettre dans notre démarche. Chacun a voulu dire non, vraiment, vous n'avez pas besoin parce que moi j'ai ci, moi j'ai ça. On leur a dit, c'est pas ça la réglementation. Nous n'avons rien contre personne.
Mais sauf que la loi, le décret, les arrêtés disent voilà comment nous devons faire. Voilà la démarche à suivre. Mais remettons-nous simplement là-dedans. Moi, je voudrais que le promoteur de Bonne-François nous apporte une preuve par 10 qu'il a fait un dossier, il a fait ci, il a fait ça, et on n'a pas étudié, on a analysé son dossier. Qu'est-ce qu'on a contre lui? Au contraire. Rien du tout. On retient que le produit reste suspendu ou interdit. Nous sommes dans une démarche d'accompagnement. Nous voulons simplement qu'ils reviennent vers nous. Qu'ils ne cherchent pas les supports ailleurs. Parce que j'ai même compris, quelque part, on m'a dit qu'il a dit que, bon, lui, il a des relations haut placées et on va imposer cela au ministre. Ça ne s'agit pas du ministre. Si ce n'est que moi, sachant que c'est impropre à la consommation, je n'utiliserai pas simplement le bon François, mais il s'agit des Camerounais. Combien vont faire la différence entre ce qui est bien et ce qui est mauvais? Il faut bien que ce qui est présenté aux Camerounais soit déjà de bonne qualité. Et c'est pour ça que nous sommes en train de travailler. C'est pour ça que nous luttons contre les faux médicaments. C'est pour ça que nous luttons contre les médicaments de la rue, parce que nous disons le Camerounais lambda ne peut pas faire la différence. Lui, il pense qu'il y a le médicament qui va le soigner. Pourtant, ce n'est pas un médicament. Parce qu'il est faux. Parce qu'il est contrefait. Et c'est cela notre devoir. Et donc, nous n'avons rien. Et d'ailleurs, si vous avez vu, nous avons une instruction du Monsieur le Président de la République, c'est d'encourager l'industrialisation, l'industrie pharmaceutique au Cameroun. J'ai fait le tour, je suis allé à Douala, je suis allé ici à Yaoundé. Beaucoup vont vous dire, je les ai encouragés à faire. Et chaque fois qu'il y a quelqu'un qui arrive, je lui dis non, si on peut faire ci, voilà les avantages qu'on peut vous donner, voilà les motivations qu'on peut vous donner pour que vous puissiez produire. Mon objectif, après la Covid-19, où nous avons subi parce que on ne produisait pratiquement rien au Cameroun. Mon objectif est qu'on soit autonome. Si on ne peut même pas atteindre 80% comme je voudrais, qu'on ait au moins 50-60% d'autonomie. Et donc, ce qu'il produit, pour nous, ça nous intéresse. Mais il faut simplement qu'il se range, simplement. D'accord. Ils disent que vous mettez beaucoup trop d'énergie pour combattre le produit de compatriotes, mais moins d'énergie pour combattre les médicaments de la rue, par exemple. Mon énergie, c'est l'énergie qui est mise au profit de la santé publique, sans distinction de qui est quoi, parce que je ne connais pas qui est derrière quoi. Tout ce que je sais, c'est que le président de la République, lorsqu'il a désigné un ministre de la santé publique, c'est que ce ministre de la santé publique doit veiller à ce que ses compatriotes ne tombent pas malades du fait de la consommation de certains nombres de choses. Veille à ce que leur sécurité sanitaire soit garantie. Faire en sorte que la promotion de la santé, que ce soit la prise en charge des cas, soit optimale. Et donc, c'est ce que je suis en train de faire. Donc, vraiment, c'est dans le cours normal, j'allais dire, de mon travail, que de dire, ça, c'est pas bon, revenons comme cela. Encore qu'on n'a même pas interdit, on l'a simplement dit, reviens vers nous, on va vous aider, n'est-ce pas, à faire en sorte que votre produit soit propre à la consommation. Parce qu'en l'état, le laboratoire qui a fait le contrôle qualité dit ce n'est pas propre à la consommation humaine. Et nous avons eu des cas. Donc je crois que quand les gens vont consommer des choses, ils auront l'insuffisance rénale, ils auront le cancer, c'est à ce moment-là qu'ils vont comprendre qu'on ne met pas de l'énergie à combattre quelqu'un, mais on est en train de lutter pour qu'eux, ils ne tombent pas malades. Parce qu'aujourd'hui, dans nos hôpitaux, c'est ça. Pourquoi nous avons une multiplication de cancers aujourd'hui? Pourquoi nous avons une montée en puissance des insuffisants rénaux aujourd'hui? C'est cela. Ça commence par un petit calcul rénal, j'ai un truc là, après, on va vers l'insuffisance rénale. Et quand nous voyons, c'est des états qui ne sont pas agréables du tout. Donc, nous voulons éviter que le maximum n'aille pas vers là. Et c'est pour ça que vous nous voyez toujours en train de dire, faisons attention à telle chose, faisons attention à telle chose. Et si nous pouvons avoir un compatriote qui a une idée, qui a du génie, qui a pu faire quelque chose comme ça, mais notre devoir, c'est de l'accompagner. C'est tout ce que nous voulons. D'accord, monsieur le ministre, on va prendre une petite respiration pour dresser et installer Nadège Yougen qui vient avec son questionnaire. On va prendre un verre d'eau.
retour donc sur ce plateau pour mettre la touche féminine de cet échange qui tombe bien, on est jour de Saint-Valentin, quelques couleurs hein, de Saint-Valentin. Nadège, je veux te dire bonne fête, ça va? Tu es concernée? Nous sommes tous concernés par la célébration de l'amour et nous accueillons le ministre de la Santé publique. Bonsoir monsieur le ministre. Bonsoir madame. Bonne fête de l'amour. Merci. Ça se passe bien? Oh, comme toujours, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai découvert ici qu'on était le 14 février. Il vous arrive souvent d'offrir des fleurs, des roses Chaque aux jour. personnes chères? Chaque jour, à mon épouse. D'accord. Uniquement à votre épouse? Oui, j'en ai une seule. D'accord. Alors, le principe est simple dans cette rubrique. Vous allez apprécier les questions proposées par nos internautes. Alors, le manque d'amour peut-il affecter notre bien-être? Le manque d'amour, oui, bien entendu. Bien entendu, c'est important, l'équilibre psychologique est très important. D'ailleurs, nous en avons parlé à la 156e session du Conseil exécutif de l'OMS, la santé mentale, parce que les gens ont toujours l'impression que c'est les fous. Non, il ne s'agit pas seulement des fous, il s'agit de nous tous. Nous devons avoir cet équilibre mental, cet équilibre psychologique qui nous pousse à aller de l'avant et qui déteint sur notre santé globalement. Et donc, c'est important. C'est important de ne pas être aigri, c'est pas important de ne pas toujours être fâché, c'est important d'aimer. C'est important d'aimer. Alors, sur la santé mentale, si vous permettez, quelle est la place que la santé mentale occupe dans votre politique de santé? On a quand même l'impression qu'il n'y a pas un programme de santé mentale, comme il y en a pour le palu, la tuberculose. Vous négligez la santé mentale? Ah non, vous verrez qu'il n'y a pas un programme pour les maux de tête, il n'y a pas un programme pour les fractures, il n'y a pas un programme pour ci, pour ça. Il n'y a pas un programme pour tout. Mais c'est un domaine qui est largement pris en charge et qui a d'ailleurs pris de l'envergure avec la COVID-19 parce que la plupart de nos pays ont dû copier sur le Cameroun. Nous, très tôt, nous avons vu qu'il fallait associer à notre traitement de la COVID cet aspect psychologique, cet aspect de l'assistance. Et donc, chaque fois aujourd'hui que vous avez un événement, nous avons toujours une équipe de psychologues, une équipe des professionnels de la santé mentale qui accompagnent et qui discutent avec la famille. Et donc, ça a vraiment une grande place dans notre système. Et nous voulons aller un peu plus loin, jusqu'à mettre des cadres d'écoute, même pour nos personnels, parce qu'on en a besoin aussi. Donc, au regard de tout ce que nous avons aujourd'hui, de la pression de la société, c'est un pan assez important pour la santé globalement, pour le bien-être de nos compatriotes. Et donc, cet aspect d'ailleurs... il y a une sous-direction. Oui, bien entendu. Qui s'occupe de la santé mentale. Santé mentale, oui. Pas une direction. Non, une sous-direction, nous n'avons pas... S'il fallait mettre une direction par chaque... c'est qu'on aura peut-être 1 million de directions au ministère de la Santé publique. D'accord. En termes de plateau technique, quelle place occupe le Cameroun en Afrique et dans le monde en général? Alors, je vais vous dire une chose tout à l'heure qui m'a beaucoup plu. J'ai vu un poste du directeur de l'hôpital régional de Maroua. Et le poste, il a filmé ses collaborateurs en train d'opérer une cataracte. Et à côté, il a écrit, désormais à l'hôpital régional de Maroua, on opère la cataracte de la même manière qu'on pourrait l'opérer à l'hôpital américain ou à l'hôpital canadien. Et ça m'a un peu amusé parce que nos compatriotes n'aiment pas cela. N'aiment pas cela parce qu'ils ne veulent pas imaginer qu'on a évolué. Ils ne veulent pas imaginer qu'on progresse. Alors, c'est pour vous dire que aujourd'hui, nos hôpitaux de référence, et entendons-nous bien sur le terme hôpital de référence, c'est quoi? C'est les hôpitaux généraux, c'est les hôpitaux centraux, c'est certains hôpitaux même régionaux qui ont un plateau technique de dernier niveau, de dernier cri comme on dit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un autre plateau technique en dehors de cela. Parce que quand vous allez à Obac, aujourd'hui pour l'ophtalmologie, mais partout où vous allez trouver les mêmes équipements.
vous allez trouver les mêmes équipements. Vous allez dans nos hôpitaux de référence donc, que j'ai évoqué tout à l'heure, vous allez trouver les mêmes équipements. Et de toutes les manières, quand vous prenez ce document, formation sanitaire du Cameroun, quelques pôles d'excellence, quand vous prenez ce document, vous avez la possibilité, où vous avez toutes les informations sur ce que nous avons dans nos formations sanitaires en termes de plateau technique. Et pour ceux qui n'ont pas encore vu des visus, je les invite, n'est-ce pas, à aller dans nos formations sanitaires, visiter un peu. Et puis, s'ils ont la possibilité d'aller ailleurs, dans n'importe quelle formation sanitaire dans l'Occident, qu'ils demandent. Ou alors sur Internet, qui prennent seulement la référence de nos équipements, qui tapent sur Internet et qui voient s'il y a un autre niveau encore. Donc, je crois que le Cameroun a fait un bond en avant. Le président de la République, à travers le planète, à travers les investissements consentis ces 5 dernières années, nous a permis de nous hisser parmi les pays qui ont un plateau technique de haute facture. Et est-ce que cela va avec le personnel également? Voilà, maintenant, nous avons un personnel bien formé, mais ils sont en nombre restreint. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas nombreux. Et donc, c'est ça notre problème aujourd'hui, c'est de pouvoir densifier, n'est-ce pas, la ressource humaine qui va avec le plateau technique. C'est de mettre en place, comme je l'ai dit tout à l'heure, la formation continue qui va avec l'utilisation, la fonctionnalité de ce plateau technique. Nous avons des formations, des équipements aujourd'hui dans certains de nos hôpitaux de France qui ne sont pas utilisés parce que on n'a pas quelqu'un qui sait utiliser. Mais l'équipement est là. Et donc, c'est ce qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est cette adéquation entre le plateau technique que nous avons et puis la ressource humaine qui va avec. Et je pense que le président de la République a commencé à apporter des solutions. Cela va aller crescendo. Monsieur le ministre, le Cameroun continue d'enregistrer un nombre élevé d'évacuations sanitaires des hautes personnalités. On a envie de savoir, qu'est-ce qui fait problème? Mais pourquoi vous parlez simplement de hautes personnalités? C'est les cas les plus visibles. Dites que le Cameroun continue à avoir des évacuations sanitaires. Mais sachez très bien que aucun pays au monde ne se suffit. Vous aurez toujours des évacuations sanitaires, quel que soit le cas. Moi, j'ai vu des Camerounais qu'on a évacués à l'hôpital américain de Paris, pour ne pas le citer. Mais que l'hôpital américain a dû évacuer en Inde. Mais pourquoi est-ce qu'on ne se pose pas la question, pourquoi est-ce que la France évacue quelqu'un dans un autre pays? Donc vous aurez toujours des systèmes de santé qui ne peuvent pas se suffire sur l'ensemble des domaines et qui vont toujours faire des évacuations sanitaires. Maintenant, vous aurez également des choix opérés. Tout comme lorsque vous êtes à Yaoundé aujourd'hui, vous tombez malade. Mais vous irez à l'hôpital général, moi j'irai à l'hôpital central, quelqu'un d'autre ira à l'hôpital du district de Fulani ou c'est pas moi de Djungolo. Mais est-ce que vous allez demander pourquoi il va? S'il a les moyens de le faire, il va le faire. Parce que c'est un choix. Mais est-ce que la réponse camerounaise est quand même suffisante si on fait une sorte d'échelle pour comprendre? Et est-ce que ce n'est pas seulement par snobisme ou autre chose que les gens préfèrent partir? Je ne préfère pas porter un jugement de valeur sur ce qui se fait. Moi, je parle sur le plan technique et sur le plan fonctionnel. Et je vous ai donné des arguments sur le plan technique et sur le plan fonctionnel, mais pas sur des jugements de valeur. Parce que j'allais vous dire, vous avez un joli costume aujourd'hui, on peut le faire au Cameroun, vous le savez très bien. Pourquoi vous allez l'acheter en France? Pourquoi vous allez faire telle ou telle autre chose en France? Moi, j'en ai vu des chefs d'entreprise qui partent faire le marché à Paris. Mais ce que les Camerounais veulent savoir, c'est est-ce que le plateau technique camerounais répond à la majorité des cas qu'on peut avoir. Mais je vous l'ai dit, nous avons aujourd'hui, et ce document, moi je vais vous l'offrir d'ailleurs, ce document, vous pourrez le feuilleter. Merci, vous allez voir que ce document vous donne l'ensemble, n'est-ce pas, des plateaux techniques de nos hôpitaux de référence. Et je vous le dis encore une fois de plus, nous avons la capacité de prendre en charge les cas les plus extrêmes. Maintenant, ce que j'ai demandé aussi à notre système de santé, si vous avez un cas qui vous dépasse, ou on n'a pas la compétence, au lieu qu'on évacue, nous préférons faire venir la compétence externe, qu'ils travaillent sur
dans nos formations sanitaires et les autres en profitent pour pouvoir le faire. C'est ce que nous sommes en train de faire avec la chirurgie cardiaque à l'hôpital général de Yaoundé. L'équipe belge qui arrive tout le temps, l'équipe italienne qui arrive tout le temps vient opérer et aujourd'hui vous avez une équipe camerounaise qui opère. Donc c'est ce que nous faisons et c'est ce que je demande à nos formations sanitaires. Si vous n'avez pas le plateau technique, on doit acheter le plateau technique. On acquiert le plateau technique. Nous faisons venir, n'est-ce pas, la compétence qui est externe et les autres la prennent, profitent. Donc c'est ça notre politique aujourd'hui. Monsieur le ministre, vous avez fait des descentes sur le terrain pour tordre le cou aux médicaments de la rue. Un pari réussi? Non, pas réussi parce que c'est un combat de longue haleine qui ne va pas s'arrêter tout de suite. C'est vraiment enraciné. Et donc, nous sommes en train d'agir sur deux leviers. Levier de la répression, c'est-à-dire ce que nous faisons comme descente, saisie et tout le reste. Mais on a un autre levier technique où on va multiplier, n'est-ce pas, la chaîne de distribution des médicaments. Et surtout, demander à nos pharmaciens de pouvoir détailler le produit. Parce qu'en réalité, quand il va à la rue, il avait 100 francs ou 200 francs, il a ses 4-6 comprimés, il pense que c'est bon pour lui. Or, quand il va à la pharmacie, on va lui donner une boîte de 24 comprimés qu'il doit acheter à 10 000 alors qu'il n'a que besoin de 6 ou 10 comprimés là-dedans. Donc, nous sommes en train de travailler avec l'Ordre national de pharmaciens pour que à la pharmacie qu'on puisse avoir une dispensation sous la forme hospitalière où on vous compte des produits et vous ne payez que les produits que vous avez, les comprimés dont vous avez besoin. Il s'est dit également que certains pharmaciens se ravitaillent sur le marché noir. Que dites-vous à ce sujet? Je ne l'ai pas parce que si je l'avais tout de suite, je fermerais cette pharmacie. Donc, nous mettons en place quand même un système d'audit, un système d'évaluation, un système de contrôle. Tout en appelant la population à dénoncer. Voilà, nos équipes sont sur le terrain. Moi-même, sur mon compte Twitter, j'ai demandé qu'il y ait des dénonciations. Et si nous avons une dénonciation, nous agirons tout de suite. Mais les équipes, n'est-ce pas, de l'inspection générale concernée descendent régulièrement sur le terrain, contrôlent les pharmacies, ferment. On en a fermé beaucoup quand même aussi. On en a fermé beaucoup. Je me souviens, en pleine Covid, il y avait une pharmacie qui vendait de l'aspirine, mais en réalité, c'était de la farine. Donc, quand on l'a signalé, on a prélevé, on a envoyé pour le contrôle qualité. Quand c'est revenu, le principe actif est 0. C'est-à-dire que c'était de la farine. Mais comme on était dans un état euphorique où les gens avaient besoin de cela, on a dû fermer la pharmacie en question. D'accord. On va poursuivre, hein. Nadège va rester avec nous de temps en temps. On reste avec les internautes. C'est important. Oui, il reste là pour nous accompagner. Bonsoir Jean-Jacques. Prière de demander au ministre comment le gouvernement compte juguler la possible crise de prise en charge des maladies virales telles que le VIH, puisque les États-Unis ont suspendu via l'USAID, vous le savez, leur subvention qui constitue jusqu'ici une aide conséquente dans ce domaine. Bonsoir à votre ministre de la part d'un villageois, chef traditionnel qui s'inquiète des populations, Jonathan Si, qu'on salue. Ah ça me parle parce que je suis un montagnard. Et donc quand je vois un villageois, ça me... Mon statut de montagnard est en train de remonter. Donc non, ce que nous avons fait, c'est que dès qu'on a eu la décision des États-Unis, d'abord c'est un pays qui nous a beaucoup aidé, il faut le reconnaître et il faut dire merci. Mais dès qu'on a eu la décision, nous avons fait une évaluation rapide de la situation, de l'impact. Et on a proposé déjà des mesures de mitigation à court, à moyen et à long terme. Mais au-delà de cela, il faut dire que depuis l'année dernière, 2024, on s'est dit, toujours est-il que le financement extérieur va disparaître au fur et à mesure. Il vaut mieux faire un plan de durabilité en termes de financement de nos programmes. Et donc, nous avons commencé, n'est-ce pas, à rédiger un plan de durabilité et en intégrant un certain nombre de choses dans le cadre de la couverture santé universelle pour la prise en charge sur les fonds domestiques. Et ça nous a beaucoup aidé parce qu'on n'a pas beaucoup ressenti, n'est-ce pas, tout ce temps la suspension, parce que la suspension a été effective. Hein, dès que la mesure a été prise, le lendemain, ça a été effectif. Mais ce que je voudrais donner comme bonne nouvelle,
C'est qu'aujourd'hui, cette décision est en train d'être levée progressivement. Nous avons déjà beaucoup de plans pour lesquels la décision a déjà été levée et que le financement a été rétabli. Donc, ce n'est pas encore tous les segments, mais la plupart des segments, j'allais dire 8 sur 10, cette décision des États-Unis a été levée. D'accord, on entre dans le temps additionnel de ce programme avec justement les questions des internautes. On poursuit et on vous l'a dit, c'est un peu comme on va lire comme elles viennent ces questions-là. Bonsoir Monsieur le ministre, les Camerounais sont satisfaits du Baume François. C'est un produit que je consomme chaque fois et je trouve satisfaction. Ce produit n'est pas plus dangereux que les vaccins que vous faites entrer au Cameroun. Moi, personnellement, je n'ai jamais eu un effet secondaire du Baume François. Vous avez toujours barré les produits du pays et valorisé pour l'Occident. Il prend par exemple les produits contre la Covid. Vous aviez dit non aux produits de Monseigneur Cléda et accepté les poisons venus d'ailleurs. Ce n'est pas un avis technique. On peut passer à autre chose parce que ce n'est pas un avis technique. D'accord. Monsieur le ministre, l'hôpital de référence de Saint-Milima est équipé, mais sans médecin. D'ailleurs, les meilleures recettes viennent de la morgue. Eric Kumvois, depuis Saint-Milima, les questions de personnel que vous avez déjà évoquées. Mais ce n'est pas sans médecin. Il y a beaucoup de spécialistes d'ailleurs qui sont à Saint-Milima. Les Camerounais vont en évacuation sanitaire hors du pays. Pourquoi les Européens et les Américains ne viennent pas au Cameroun en évacuation sanitaire? Jean Kosiabe, qui écrit depuis Ngaoundéré, qui voudrait également voir les Américains venir ici. Est-ce que le ministre va aller ici aux Américains? Non, sauf que pendant la Covid, je ne vais pas citer le personnel en question, mais il y a un haut responsable d'une représentation diplomatique qui a fait venir sa maman ici. Il a dit que sa maman était plus en difficulté chez eux qu'au Cameroun, et donc n'allez pas croire qu'il n'y a pas ceux qui viennent d'ailleurs pour se soigner au Cameroun. Il y en a, hein. Ils viennent. Alors, je ne sais pas si vous avez une réponse. Quel est le sort réservé aux personnes blessées de guerre Boko Haram, par exemple, dans les hôpitaux locaux? Le cas dans le maillot Moscota, est-ce qu'il y a la plupart du temps, on les prend en charge gratuitement. Ils sont pris en charge et ils ont un soutien psychologique aussi pour la famille. Alors, monsieur le ministre, je voudrais savoir si le traitement de l'hépatite B, C et D est gratuit. Oui, il y a un programme, pas gratuit parce qu'on a réduit, mais on est en train de vouloir nous acheminer vers la remise de ce traitement, cette pathologie dans le panier de soins de la CSU pour que cela soit gratuit. Alors, c'est un peu long, c'est un peu réduit dans vos messages. On ne fera pas lecture de tout un cahier. En même temps, on n'a plus beaucoup de temps justement pour évoquer ces questions des internautes là. Voilà, belle émission. Je suis d'avis avec le ministre, le promoteur du Baume François doit suivre la démarche. Cependant, j'ai deux préoccupations. Que devient l'immeuble Orcade, Carrefour Zoué, qui a été équipé à hauteur de milliards de francs CFA? Pensez-vous à tout le personnel santé actuellement au chômage après les décisions du gouvernement américain, Thierry? Non, l'immeuble Orcade, vous l'avez dit, il a pris l'émission certainement en cours, mais je l'ai dit, c'est là où on a installé le centre de simulation pour la formation continue. Le matériel qui était en Suisse a été reparti à d'autres formations sanitaires et on a rééquipé, n'est-ce pas, l'immeuble. Mais rappelons-le, ce n'est pas un immeuble de l'État en ce moment. Nous sommes en train de négocier. On menace d'ailleurs de nous expulser, mais on est en train de négocier. Alors, bonsoir Monsieur le ministre. En fait, demandez à Monsieur le ministre, qu'en pense-t-il du recrutement des personnels en service depuis des années? Je ne sais pas trop. Est-ce qu'il y a une réponse là-dessus? Voilà, une autre question. Bonsoir à vous, en particulier Monsieur le ministre. Juste pour savoir, par rapport au recrutement personnel lancé par le chef de l'État, c'était en début d'émission qu'on a abondamment abordé cette question. Bonsoir à vous, Monsieur le ministre. S'il vous plaît, notre hôpital de référence de Ngaoundéré n'a pas de docteur en dermatologie. Pour une maladie de la peau, il faut aller à Garoua ou Yaoundé. Merci. On est en train de faire un ensemble de prendre un ensemble de mesures pour que nous ayons les spécialités un peu partout dans nos hôpitaux régionaux, dans nos hôpitaux centraux et dans les hôpitaux de référence. Mais on ne peut faire qu'avec ce que nous avons aujourd'hui. Il n'y a pas que la dermatologie, il y a la pédiatrie, il y a la gynécologie, il y a un ensemble de spécialités comme ça
dont nous ne disposons pas assez de personnel. Et donc, ce que nous avons demandé à la société savante qui est en charge ou à l'ordre, c'est de pouvoir former ceux qui ont des prérequis. C'est-à-dire, on peut prendre un médecin généraliste, on lui donne des prérequis, on lui donne des connaissances dans le maniement ou le fonctionnement d'une couveuse, par exemple. Et voilà, parce que on ne peut pas avoir de spécialistes un peu partout. Bonsoir très cher, moi c'est Ramadan Hadi de Moura. Je tiens à remercier Monsieur le ministre pour son abnégation qu'il fait pour veiller à la santé de tous les Camerounais, que Dieu lui prête une longue vie dans son ministère. Je constate que, qu'est-ce qu'il est en train de dire, rien n'est fait pour enrayer la vente des produits et autres dans les rues. Le ministre a déjà répondu. Et je vous rappelle que justement, il y a eu une opération coup de poing qui allait à Mora. On a ramassé beaucoup de produits de la rue, des médicaments de la rue. Et j'ai reçu beaucoup de messages de gens qui m'ont dit qu'ils vont traverser au Nigeria pour aller voir les grands marabouts là-bas pour que je puisse mourir parce que je suis venu ramasser les produits. Bon, on ne va pas s'arrêter, on va continuer. Alors, on va sortir de l'émission. Vous revenez fraîchement de Genève. On vous dit merci parce que ce n'est pas évident en termes d'intensité de travail. Vous avez porté la voix de l'Afrique, pas seulement celle du Cameroun de ce côté. Qu'est-ce que fondamentalement on retient? Bon, on retient déjà que l'Afrique prend de plus en plus de l'ampleur au sein de l'organisation. Nous élargissons en termes de place qu'on occupait avant. Nous avons fait un certain nombre de plaidoyers en termes de quitter parce que il est question aujourd'hui de réduire le budget de l'Organisation mondiale de la santé, de revoir un certain nombre de priorités et des activités. Et nous avons fortement défendu l'idée d'une répartition équitable de ce qui est en termes de budgétisation. Et que de toutes les manières, s'il faut réduire, il va falloir réduire ailleurs, mais pas en Afrique, parce que nous étions déjà davantage mal lotis en termes de budgétisation. Et donc, nous retenons que l'Afrique apporte beaucoup aujourd'hui à l'organisation. Nous retenons également que la voix de l'Afrique porte et la voix de l'Afrique est écoutée au sein de l'Organisation mondiale de la santé. Et ça nous fait beaucoup de plaisir parce que lorsque le président de la République, son Excellence Paul Biya, décide de nous envoyer aux travaux de ces conseils exécutifs, ce n'est pas simplement pour aller faire de la figuration. C'est pour défendre un certain nombre de choses, c'est pour vendre l'image de notre pays et je crois que nous avons fait ce que nous pouvons faire. Ce qu'il faudra retenir, c'est que avant cela, le Cameroun n'a pas appartenu au Conseil exécutif. Parce que le Conseil exécutif, c'est l'organe suprême de l'Organisation mondiale de la santé. C'est le Conseil exécutif qui valide la désignation, la nomination du directeur général de l'OMS. C'est le Conseil exécutif qui oriente, qui déclare, qui fait. Donc, c'est l'organe suprême, n'est-ce pas, de l'Organisation mondiale de la santé. Et donc, nous n'avons pas encore appartenu à ce cercle restreint, n'est-ce pas, de cette instance. Et on est allé au-delà, c'est que le Cameroun a présidé cette instance-là. Et ça, c'était vraiment quelque chose à retenir, quelque chose d'assez historique, c'est que le Cameroun a présidé le conseil exécutif de l'OMS. Il faut le retenir. Embarrassant quand même, hein, avec les positions des États-Unis relativement à l'OMS. Ah oui, bien entendu. Et ça, vous ne croyez pas si bien le dire. Nous avons eu la question de la Palestine, par exemple. Nous avons eu les passes d'armes, surtout sur ma présidence. Il y a eu une passe d'armes entre la Russie, entre l'Ukraine, et tout, que nous avons géré. C'était sur ma présidence. Et donc, c'est souvent embarrassant, mais c'est le débat, c'est la rencontre, n'est-ce pas, des visions différentes, des opinions différentes, mais c'est ça qui fait le monde. Et je l'ai dit, c'est ça qui nous permet d'avancer. Alors, on va vous dire merci pour cet ouvrage, les 20 plus belles citations de Paul Biya. C'est de vous. Oui, merci pour cet exemplaire. Alors, très rapidement, vous attaquez ces 200 citations par une première.
Le Cameroun est un pays complexe. Le Cameroun a ses particularités. Le Cameroun, c'est le Cameroun. C'est de Paul Biya le 20 septembre 1991. Vous la mettez comme première citation. C'est pour répondre à qui? C'est pour compter parmi les 200 plus belles citations de Paul Biya. Le Cameroun, c'est le Cameroun. C'est la réponse qu'ont généralement ceux qui n'ont rien à dire disent que le Cameroun, c'est le Cameroun. C'est pour que la génération qui arrivera trouve ces 200 plus belles citations et chaque citation qui est contenue ici est à sa place, pas dans l'ordre, de toutes les manières, pas dans l'ordre, mais c'est les plus belles, selon moi. Ça peut ne pas être les plus belles selon vous. Vous aurez pu trouver 2, 3 ou 400 ou 500, mais moi je les ai trouvées les plus belles. Et c'est pour que la génération qui arrive sache quelle était la philosophie, quelle était l'idée, n'est-ce pas, de Monsieur le Président de la République. Je crois que c'est un travail, un devoir de mémoire. Dans ce devoir de mémoire, permettez qu'on lise une seconde. Oui. Bien entendu. Dites-moi, est-ce qu'on change une équipe qui gagne? Réponse, non. C'est le président de la République, le 6 octobre 1997. C'est peut-être une citation d'actualité. On est à l'approche de l'élection présidentielle. Est-ce que vous estimez que le président est à la tête d'une équipe qui gagne et que ceux qui bougent à gauche et à droite devraient comprendre que cette équipe-là, elle est forte et son capitaine? Mais c'est très facile. J'ai été dans la foule des jeunes le 17 mai 2023 qui appelait le président de la République à se représenter. J'étais parmi ces jeunes-là, ces jeunes Camerounais, venus de tous les horizons, réunis à Mokolo, arborant les plus beaux habits du Cameroun. Ce n'était pas simplement du RDPC, parce que c'était tous les partis, les jeunes de tous les partis politiques qui étaient réunis. Et nous avons dit à ce moment-là, pour certaines raisons qui nous sont propres à nous les jeunes, nous voulons que le président de la République, son Excellence Paul Biya, continue, n'est-ce pas, à gouverner le Cameroun et donc qu'il se porte candidat. Vous croyez à la sincérité de ceux qui étaient mobilisés à Mokolo? Sur ce plateau, nous avons reçu Abdourahmane Baba qui dit qu'une surprise attend votre candidat aux prochaines élections et que ce qu'on voit en termes de mobilisation là, c'est du pipeau. Mais que représente un seul individu devant 3 millions de Camerounais? Qu'est-ce que moi je peux représenter devant vous tous qui êtes ici? Rien du tout. Ça ne compte que pour moi-même. Comme on dit au quartier, il parlait pour lui. C'est ça. Voilà, ça le concerne. Ça dit que lui, il a fait une déclaration. Ceux qui étaient là, ils étaient une centaine de mille, ils ont fait leur déclaration également. Maintenant, à vous de voir. Parce que l'élection, il me semble-t-il, c'est le comptage de voix. Ce n'est pas les déclarations les plus fortes ou les plus méchantes ou les plus fermes. C'est qu'on ajoute 1 à plus 2, plus 3, plus 4 et on se dit comment on trouve. S'ils sont plus nombreux, ceux qui étaient venus ici vous dire qu'il y a une surprise, nous allons travailler pour qu'on n'ait pas de surprise. Mais si ça veut que nous sommes nombreux, on n'a pas de chance, on n'a pas de souci à se faire. Vous semblez là. Vous n'avez pas de doute quant à la mobilisation de la partie septentrionale derrière le candidat du RDPC? En tout cas, ce que je vois lorsque je vais, ce que j'entends dans les rues, que ce soit à Garoua, que ce soit à Ngaoundéré, à Mokolo, à Maroua, au Kousseri, ou à Gwa, ce que j'entends, c'est que dans la majorité des cas, on est pour que le président de la République se représente. Et nous sommes contents que nous recevons des signaux qui vont se représenter. Et donc, le travail a commencé sur le terrain pour dire, mobilisons-nous, parce que ces signaux-là devraient pouvoir nous motiver à pouvoir faire un certain nombre de choses. Et donc, c'est ce que nous sommes en train de faire. Ça veut dire que lorsque l'évêque de Yagwa sort de sa réserve et semble indiquer que vraiment, il ne faut plus faire avec Paul Biya, il dit même que au fond, doit me donner d'abord au diable et arranger après, ça ne vous inquiète pas? Oui, mais nous sommes en train de travailler sur le terrain. Nous réservons, autant qu'il nous réserve une surprise, nous leur réservons une surprise. Donc, chacun doit simplement affûter ses armes. Nous allons à une bataille électorale et c'est dans les urnes que tout se décide. Les discours que nous faisons, c'est dans l'urne, c'est ce qui va dans l'urne qui est plus j'allais dire, pertinent. Les discours, c'est les discours. Les mouvements tels que 11 millions de nordistes et autres, les sorties de certains ressortissants
du septentrion sur les réseaux sociaux et autres qui semblent dire que c'est notre tour maintenant ou retour du pouvoir chez nous. Comment vous les percevez? Est-ce que vous savez que depuis que les réseaux sociaux ont pris de l'ampleur, des fois il m'arrive, vous savez quand vous riez beaucoup, c'est aussi bien pour la santé. Ah d'accord. Il m'arrive de me guérir par le rire. Parce qu'il y a des gens qui font un discours sans contenu. À la fin, il a fait c'est pas moi, un buzz terrible sur les réseaux sociaux, mais concrètement, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il y a beaucoup de gens qui font des très beaux discours, mais allez les voir. Il y a un promoteur parce que moi je suis du secteur de la santé, je reviens toujours là, d'une formation sanitaire, qui s'est mis sur les plateaux pour dire non, moi je défends les jeunes médecins qui sont là, il faut qu'on leur donne du travail, ils sont ci, ils sont ça, ils sont d'ailleurs un peu mal formés, mais on va quand même essayer de voir. Allez voir dans sa formation sanitaire, les médecins, le personnel est très mal payé, ils ne sont pas affiliés à la CNPS, ils tirent le diable par la queue. Je m'apprête d'ailleurs à y aller pour pouvoir fermer cette affaire. Mais quand il est sur les réseaux sociaux, c'est le premier. C'est le premier à dire qu'il se met en défenseur, n'est-ce pas, des jeunes médecins, en défenseur des jeunes infirmiers, en défenseur des personnels de santé. Mais chez lui-même, commencez par chez vous. Ce n'est pas le président de la République qui viendra améliorer le condition de travail de ceux qui travaillent chez vous. C'est vous qui les payez. C'est ça le Cameroun en réalité. Et c'est ça qui fait notre spécialité. C'est pour ça que nous sommes le continent. Parce qu'on parle, on parle. Après, il n'y a rien. Ce monsieur qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux, quand il va dormir, il dort profondément chez lui. Et il oublie ce qu'il a fait là pour recommencer le lendemain. Donc, pour nous, nous sommes sereins. Nous avons un candidat. Nous donnons les moyens pour rentrer dans les urnes et les emporter dans les urnes. Merci, Monsieur le Ministre. Uniquement dans les urnes. Merci beaucoup pour tout ce temps que vous avez pris pour échanger avec nos téléspectateurs et des millions de Camerounais d'ici et d'ailleurs. Je vais terminer avec un message de notre internaute. Vous n'allez pas répondre. Bonsoir le plateau, en particulier, Monsieur le Ministre. Très chaud, calme, jeune, charismatique et posé. Que Dieu veille sur vous durant toute votre carrière et bon vent pour la suite. Saïdou qui envoie ce message et qui va nous permettre justement de vous remercier grandement et remercier toutes les équipes techniques qui se sont mobilisées. Le programme, vous allez le revoir demain à 7 h, comme tous les samedis d'ailleurs, en rediffusion. Dimanche également à 7 h et puis lundi à 12h30. Il faut bien noter ces rendez-vous de rediffusion. Tous les samedis à 7 h, dimanche à 7 h et puis le lundi à 12h30. Nadège, on va laisser Monsieur le Ministre aller se reposer. Il paraît que les ministres dorment très peu. Voilà. Merci les serviteurs. Voilà, merci d'avoir regardé, merci d'avoir été là. Rendez-vous au prochain rendez-vous justement.